Dans la ville portuaire d'Odessa, les habitants ont été réveillés en pleine nuit par des frappes de missiles et de drones russes. Des infrastructures civiles ont été prises pour cible, d'après le gouverneur de la région. Ce que l'armée russe est en train de mettre en œuvre dans les eaux de la mer Noire en ce mois de juillet 2026 ne relève plus de la simple usure militaire. C'est une stratégie d'asphyxie économique totale, méthodique et d'une non-violence inédite. Pendant que l'attention internationale se focalise sur les lignes de front figées du Donbass, Moscou a discrètement déplacé le centre de gravité du conflit vers les infrastructures vitales de l'Ukraine, ses ports. En l'espace de quelques nuits, une pluie de missiles lourds et de drones d'attaque a pris pour cible non pas de Kherson, mais des quais de déchargement des terminaux céréaliers et pour la première fois, des navires marchands civils battant pavillons étrangers. En touchant directement des cargos commerciaux, le Kremlin vient de franchir une ligne rouge stratégique. L'objectif de cette offensive chirurgicale est limpide: terroriser les compagnies d'assurance maritime, faire fuir les derniers transporteurs internationaux qui osent encore accoster en Ukraine et couper définitivement la dernière artère respiratoire de l'économie Kiev. Pour la Russie, neutraliser les ports ukrainiens revient à neutraliser la capacité de l'Ukraine à financer sa propre défense. Mais pourquoi Moscou est-elle prête à pousser cette stratégie d'étranglement? Et comment l'Ukraine privée de sa liberté de navigation tente-t-elle de répliquer dans tout ce qui est devenu une véritable guerre d'usure navale? Pour comprendre la violence inouïe de cette nouvelle campagne de frappe, il faut revenir aux racines logistiques de la guerre en mer Noire. Depuis l'expiration de l'accord céréalier parrainé par l'ONU en 2023, la mer Noire n'était plus régie par la diplomatie mais par un équilibre de la terreur armée. L'Ukraine avait réussi à maintenir un couloir d'exportation maritime précaire, longeant les côtes de la Roumanie et de la Bulgarie, membres de l'OTAN. Grâce à cette audace logistique, Kiev continuait de faire transiter des millions de tonnes de céréales indispensables pour maintenir à flot son économie de guerre, tout en défiant la marine de guerre de Vladimir Poutine. Mais cet équilibre précaire a volé en éclats au début du mois de juillet, à la suite d'un tournant tactique majeur imposé par l'armée ukrainienne. La véritable mèche qui a mis le feu aux poudres provient d'une offensive asymétrique ukrainienne d'une ampleur inédite. Grâce à des essais de drones maritimes et aériens de nouvelle génération, l'armée de Kiev a assolé frappé plus de 100 navires liés à la flotte marchande russe et à son flotte fantôme dans la mer d'Azov et la mer Noire. Cette offensive ukrainienne a forcé Moscou à suspendre ses propres exportations de blé transitant par la voie navigable du Don et de la mer d'Azov, une route vitale qui représente à elle seule 25% des exportations russes de Ukraine. Touché directement au portefeuille et voyant sa suprématie maritime contestée dans ses propres eaux, le Kremlin a décidé d'appliquer la loi du talion. Bref, ça voudra dire œil pour œil, dent pour dent. La réponse de Moscou ne s'est pas fait attendre. Une stratégie de représailles massive et punitive visant à anéantir purement et simplement la capacité de l'Ukraine à utiliser la mer Noire. C'est ainsi que la nuit du 15 juillet 2026 a marqué le début d'une campagne d'asphyxie globale dont les infrastructures portuaires de l'Ukraine sont aujourd'hui les cibles prioritaires. Ce qui s'est produit au cours de cette nuit de juillet 2026 n'a plus rien d'une série de frappes d'usure routinières. Moscou a déployé une violence technologique d'une précision chirurgicale pour anéantir les infrastructures de stockage et de chargement. Le plan d'attaque russe s'est orchestré selon une stratégie de saturation dévastatrice combinant des drones d'attaque à basse altitude et des missiles de croisière pour saturer les batteries de défense anti-aériennes ukrainiennes. Le bilan est lourd et les cibles choisies par l'armée russe ne laissent aucun doute sur la volonté d'asphyxie logistique. La destruction des terminaux stratégiques. À Odessa, les installations de stockage d'huile végétale, un des fleurons de l'exportation agroalimentaire ukrainienne, ont été directement visés et ravagés par les flammes. La neutralisation des infrastructures de chargement. À Tchernomorsk et Pivdeni, les grues portuaires lourdes et les tapis roulants d'alimentation des silos ont été méthodiquement détruits par des frappes de missiles, rendant les quais inutilisables pour de longs mois. Mais le véritable tournant stratégique de cette offensive réside dans le ciblage délibéré des navires de transport internationaux. La Russie a revendiqué des frappes directes contre 3 cargos civils amarrés à proximité des terminaux d'Odessa. Ces navires battant pavillon de pays neutres servaient à l'approvisionnement ou à l'exportation de matières premières pour le compte de partenaires occidentaux de Kiev. Moscou justifie ces frappes en affirmant que ces navires servaient clandestinement à acheminer des cargaisons d'armes et de munitions occidentales sous couvert de transport civil. Qu'il s'agisse de transport militaire masqué ou de simple commerce de grains, le message de Vladimir Poutine au monde maritime est terrifiant de clarté. Aucun navire, quel que soit son pavillon, n'est en sécurité dans les eaux ukrainiennes. En paralysant ces géants des mers à quai, la Russie ne détruit pas seulement des infrastructures physiques,
Elle brise psychologiquement la confiance des amateurs mondiaux et des assureurs, isolant un peu plus l'Ukraine du reste du commerce international. Derrière les explosions physiques à Odessa et les carcasses fumantes des cargos civils se cache une arme de destruction économique massive, le chantage alimentaire global. En ciblant délibérément les navires et les silos ukrainiens, Moscou ne cherche pas seulement à détruire du matériel militaire. Elle utilise le blé comme un levier géopolitique pour forcer le monde, et particulièrement les pays occidentaux, à plier sous la pression économique. L'impact de cette campagne de frappe s'est fait ressentir à la seconde même sur les marchés financiers internationaux. On a entre autres l'envolée brutale des cours. À la bourse de Chicago et sur Euronext, les prix du blé européen ont bondi à près de 6% en l'espace de 24 heures. Les traders réinjectent massivement une prime de risque sur les livraisons de la mer Noire, créant une pénurie prolongée. Le blocus sort par l'assurance. C'est l'arme la plus redoutable et la moins visible de ce conflit. En frappant 3 cargos civils amarrés, la Russie a envoyé un signal d'effroi aux assureurs de la City de Londres. Conséquence immédiate, les primes d'assurance pour tout navire souhaitant entrer en mer Noire sont devenues prohibitrices, voire tout simplement suspendues. Aucun armateur privé ne prendra le risque d'envoyer un navire de plusieurs dizaines de millions de dollars sans couverture dans une zone de guerre active. Kiev tente désespérément de réorienter ses flux d'exploitation vers des voies alternatives, les ports fluviaux du Danube et les voies ferrées traversant l'Europe de l'Est. Mais ces alternatives logistiques souffrent de goulots d'étranglement structurels majeurs. Le réseau ferroviaire ukrainien n'a pas le même écartement de rails que le réseau européen, ce qui impose des transbordements longs et coûteux aux frontières polonaises et roumaines. Quant au Danube, ses capacités de débit ne représentent qu'une fraction de ce que les ports en eau profonde d'Odessa pouvaient traiter en un temps normal. Moscou le sait parfaitement. En maintenant cette pression sur les ports d'Odessa, la Russie accule l'économie ukrainienne à la faillite. Sans rentrée d'argent issu de l'agriculture, qui représente l'un des principaux piliers de son PIB, Kiev se retrouve entièrement dépendant des perfusions financières de ses alliés occidentaux, des alliés eux-mêmes de plus en plus frileux face à l'inflation galopante des produits de première nécessité. En poussant son offensive portuaire jusqu'à ses limites extrêmes, Moscou joue avec un feu qui pourrait rapidement embraser l'Europe entière. Le véritable angle mort de cette stratégie d'étranglement se situe le long d'une frontière fluviale de quelques dizaines de mètres de large, le Danube. Privé de ses accès en eau profonde à Odessa, l'Ukraine n'a d'autre choix que de saturer ses ports fluviaux de Reni et d'Izmaïl. Mais cette concentration logistique crée un piège tactique d'une dangerosité absolue. Le premier risque majeur est celui de l'erreur d'impact à la frontière de l'OTAN. Pour neutraliser le flux de barges céréalières sur le Danube, l'aviation et les forces de missiles russes mènent des frappes chirurgicales à l'aide de drones kamikazes à guide thermique. Or, les ports d'Izmaïl et de Reni touchent littéralement la rive roumaine. À cette distance, la moindre défaillance technique d'un drone russe, le moindre brouillage GPS ukrainien ou l'éclat d'un missile d'interception anti-aérienne peut envoyer les débris militaires explosés sur le sol de la Roumanie, pays membre de l'OTAN. Un tel incident ne relève plus de la théorie. À plusieurs reprises, des débris ont été retrouvés côté roumain, forçant l'Alliance à déployer des systèmes de défense anti-aérienne et faire décoller les avions de chasse en urgence. Si une phrase russe venait à causer des pertes humaines ou à détruire une infrastructure militaire sur le territoire de la Roumanie, l'article 5 du traité de l'OTAN pourrait être invoqué, entraînant une riposte directe de l'Alliance contre les sites de lancement russes en Crimée. Le second risque est l'escalade incontrôlée des contre-attaques ukrainiennes en mer Noire. L'Ukraine n'est pas une victime passive. Face à la destruction de ses ports, Kiev applique sa propre doctrine de riposte asymétrique. N'ayant plus de flotte militaire conventionnelle, les forces ukrainiennes multiplient l'usage de drones maritimes kamikazes de nouvelle génération. Leur objectif est clair, si l'Ukraine ne peut plus exporter son blé, la Russie ne doit plus pouvoir exporter son pétrole et ses marchandises depuis le port de Novorossiysk. Cette guerre de harcèlement mutuel transforme la mer Noire en une zone d'exclusion maritime totalement de fait où n'importe quel navire commercial russe, ukrainien ou neutre court de risque d'être envoyé par le fond par une mine dérivante ou une frappe de drone. En voulant étouffer Kiev, Moscou a ouvert une boîte de Pandore technologique et militaire qui menace d'échapper à son propre contrôle. Face à la violence et la régularité des frappes russes sur les ports de la mer Noire en ce mois de juillet 2026, le statu quo est devenu intenable. L'Ukraine et ses alliés occidentaux se trouvent à la croisée des chemins stratégiques où 3 scénarios majeurs se dessinent pour l'issue de cette confrontation logistique. Le premier scénario est celui de l'asphyxie économique lente et de la dépendance totale sous perfusion occidentale.
Dans cette hypothèse, la Russie réussit son parti de blocus psychologique et matériel. Les ports d'Odessa restent durablement paralysés par des frappes régulières sur leurs grues et leurs infrastructures de stockage, tandis que les amateurs et les assureurs internationaux maintiennent leur boycott des eaux ukrainiennes. L'Ukraine se retrouve contrainte d'exporter la totalité de sa production agricole restante par le Danube et les voies terrestres européennes. Cependant, en raison des coûts de transport prohibitifs et des goulots d'étranglement logistique, le volume d'exportation s'effondre de plus de 50%. Privée de ses revenus agricoles historiques, l'Ukraine subit un effondrement budgétaire majeur. Elle devient alors totalement dépendante des aides financières directes des États-Unis et de l'Union européenne pour payer ses fonctionnaires et maintenir son effort de guerre. À long terme, ce scénario d'asphyxie épuise la patience des contribuables occidentaux et affaiblit la position de négociation de Kiev. Le deuxième scénario est celui de la militarisation totale de la mer Noire et de l'escalade sécuritaire. C'est le scénario de la confrontation indirecte de haute intensité. Face à la destruction méthodique de ces infrastructures, Kiev parvient à convaincre certains de ses alliés les plus déterminés d'organiser des escortes armées clandestines ou d'imposer des zones de protection aérienne au-dessus du delta du Danube. Parallèlement, l'Ukraine intensifie ses frappes asymétriques à l'aide de drones maritimes autonomes à longue portée, ciblant systématiquement les pétroliers russes qui quittent Novorossiysk. La mer Noire se transforme alors en un espace totalement militarisé et hautement inflammable. Les incidents armés tirent de ces monstres russes par des cargos d'escorte dans un effondrement naval direct. Le troisième scénario est celui d'un compromis pragmatique forcé sous l'égide de puissances tierces. Par la voie du réalisme économique dicté par la fatigue des deux belligérants et la pression des pays du Sud global, la Chine, l'Inde et plusieurs nations africaines ont touché de plein fouet par l'envolée des coûts du blé et des engrais provoqués par la paralysie de la mer Noire, qui exerce une pression diplomatique maximale sur Moscou pour qu'elle cesse de cibler les infrastructures alimentaires. En contrepartie, ces mêmes intermédiaires négocient avec les pays occidentaux un allègement ciblé des sanctions sur des exportations d'engrais et des produits agricoles russes, ainsi que la reconnaissance partielle de certaines banques russes du système SWIFT pour les transactions liées à l'alimentation. Une nouvelle forme d'accord de libre circulation plus restreinte mais hautement surveillée par des tiers neutres comme la Turquie est mise en place. Ce compromis n'arrête pas les combats au sol, mais il offre une respiration vitale à l'économie ukrainienne et stabilise les marchés alimentaires mondiaux. La bataille silencieuse qui se joue pour le contrôle des ports ukrainiens en ce mois de juillet 2026 dépasse de loin le simple cadre des opérations militaires. Elle pose une question existentielle pour l'avenir de l'Ukraine en tant qu'État souverain et viable. Un pays peut-il réellement survivre lorsque ses poumons économiques sont méthodiquement scellés par son adversaire? En ciblant les terminaux d'Odessa et les routes du Danube, la Russie tente de transformer l'Ukraine en une île terrestre, un État enclavé de fait, privé de ses accès historiques au commerce mondial. Si le blocus de la mer Noire devient permanent, le coût de cette guerre ne se mesurera plus seulement en kilomètres carrés de territoire conquis ou perdus, en milliards de dollars de dépendance structurelle que l'Occident devra assumer à bout de bras, année après année. Nous tenons à décrypter ces enjeux économiques et logistiques majeurs qui façonnent l'histoire contemporaine, loin des réactions à chaud et des simplifications. C'est pourquoi nous vous posons la question: pensez-vous que les alliés de l'Ukraine parviendront à briser ce blocus invisible par des voies alternatives, ou l'économie de Kiev finira-t-elle par plier sous la pression asymétrique de Moscou? Partagez vos analyses et vos avis argumentés dans l'espace commentaire et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle analyse.